Alors, le prochain conférencier est une conférencière, puisqu'il s'agit de Geneviève Belluno. Elle est titulaire d'un doctorat de théologie orthodoxe, dont le sujet était une étude comparative des expériences visionnaires relatées dans les vies des saints mérovingiens et des témoignages similaires de notre époque. Sa conférence d'aujourd'hui est en quelque sorte pour Geneviève un retour aux origines. J'espère que ma voix tiendra jusqu'au bout. C'est pas gagné, mais sinon, Jean-Luc pourra lire mon texte. Je vais aller beaucoup plus loin dans le passé. Je crois. D'accord. Donc, j'ai appelé ça signé prodige. De Rome à Grégoire de Tours. Grégoire de Tours, c'est simplement une façon de parler du haut Moyen-Âge. Bon alors. Enlève-le complètement, c'est pas Bon alors là, je vois pas ce que... Ah oui, ça y est, c'est par là. Donc, tout d'abord, quand la lecture de chroniques, récits du passé, nous offre des phénomènes que nous pourrions aujourd'hui rapprocher des témoignages ufologiques, le problème le plus aigu qui se pose est celui de leur interprétation. Non, je crois que là, c'est pas... Jean-Luc, tu veux venir lire le texte? Pas de problème. Bon, excusez-moi, c'est la première fois que j'ai une extinction de voix le jour d'un colloque. J'en suis à la première ligne. Voilà. Je reprends tout. Je crois que c'est peut-être plus ça. Donc, et alors je m'excuse parce que je vais découvrir le texte en même temps que vous. Donc, je m'excuse d'être là vraiment en train de lire. Lorsque la lecture de chroniques ou de récits du passé nous offre des phénomènes que nous pourrions aujourd'hui rapprocher des témoignages ufologiques, le problème le plus aigu est celui de leur interprétation. Dans quelle mesure notre regard actuel s'éloigne-t-il de celui du rédacteur? Dans quelle mesure sommes-nous certains de notre interprétation lorsqu'elle diffère de celle de l'auteur et de son époque? Ces questions ne sont pas triviales et concernent directement les hypothèses que nous pouvons formuler sur les témoignages actuels. Je propose de les aborder au travers des signes et prodiges, chapitre récurrent des annales romaines et que reprendra Grégoire de Tours dans son Histoire des Francs, quelques cas issus des vies de saints mérovingiens. Dans l'Antiquité, le prodige, parce qu'il tranche sur la normalité du monde, normalité au sens de dominance statistique ou de loi de la nature immédiatement perceptible, apparaît comme signe, avertissement, parole des dieux ou des esprits de la nature, comme l'irruption violente du sacré,
une rupture du silence ordinaire des dieux qui ne peut advenir qu'en réponse ou en avertissement précurseur d'une rupture de l'ordre du monde effectuée par les hommes. Raymond Bloch distingue deux classes de prodiges, les phénomènes célestes comme éclipses, foudre, arc-en-ciel, comètes et feux du ciel, et les anomalies de la nature comme naissances monstrueuses, gémellaires, hermaphrodites ou relations sexuelles anormales, floraison hors saison, etc. Notons que la première classe de prodiges, celle des phénomènes célestes, faisait l'objet de calculs et d'observations minutieuses. Les Romains, étant des héritiers culturels des Étrusques, avaient repris leur traité de divination par l'aspect de la foudre, ainsi qu'un ouvrage donnant la signification des principales anomalies de la nature. Nous avons beaucoup de mal à comprendre une société qui est à la fois une démocratie, plus encore qu'Athènes, et une théocratie. À Rome, la légitimité vient des dieux et s'explique par le peuple. Vox populi, vox dei. Mais les dieux ont d'autres porte-parole que l'homme dans la nature, soit qu'ils répondent à l'interrogation rituelle par un code divinatoire, soit qu'ils prennent l'initiative, et c'est cette initiative que reconnaît le droit romain. Tout prodige porté à la connaissance d'un magistrat doit être soumis au consul et enregistré par le Sénat. Le consul, et plus souvent les comices, décide de la suite à donner à l'affaire afin de répondre aux dieux et de rétablir l'ordre du monde. Chaque année, lors de la réunion des comices centuriales pour l'élection des nouveaux consuls, les prodiges apparus sous leur gouvernement sont rappelés et l'Assemblée décide de ce qu'il faut faire pour ne pas transmettre à leurs successeurs une dette vis-à-vis des dieux ou une cité impure. La plupart du temps, cette purification prend la forme d'un sacrifice solennel. À noter que le seul cas de sacrifice humain autorisé par le droit romain est celui des hermaphrodites. Envoyés par les dieux comme présage, ils leur sont renvoyés, enfermés dans un cercueil et jetés à la mer. Ces rappels et décisions sont alors portés dans le registre des annales où chacun peut les consulter. J'ajouterai que ces registres renferment une chronique résumant tous les événements publics de l'année, politiques ou militaires, les signes et prodiges n'en étant qu'un chapitre. Nous ne possédons plus les registres eux-mêmes, mais une partie de leur contenu nous est connue, principalement par deux auteurs, Julius Obsequens et Hérodien. Julius Obsequens est le seul auteur de l'Antiquité romaine dont on ne sait rien, pas même l'époque de sa vie. Nous possédons un manuscrit incomplet qui n'est qu'une collection de prodiges tirés des procès-verbaux des comices centuriates. Les fragments conservés relatent les prodiges survenus depuis le consulat de Lucius Cornelius Scipio et Caius Laelius en moins 190 jusqu'à celui de Paulus Fabius et Quintus Aelius en moins 11. Certains historiens en ont conclu que ce Julius Obsequens était un écrivain du 1er siècle de notre ère, mais curieusement, aucun auteur ultérieur ne le cite, pas même Tite-Live ou Tacite, qui ont pioché dans les mêmes sources. On a plutôt tendance aujourd'hui à le considérer comme tardif, comme un auteur du IVe siècle, donc contemporain de Constantin ou de ses successeurs immédiats, contemporain de la christianisation de l'Empire. Il est vrai qu'un cognomen obsequens, qui signifie obéissant, complaisant, pourrait être chrétien. C'est l'époque où on trouve dans les milieux chrétiens des noms comme Pius, Modestus, Clémence, etc. Mais obsequens signifie aussi favorable, propice, ce qui nous ramène tout droit au monde païen des présages, signes et prodiges. L'ambiguïté demeure. La première édition imprimée de l'œuvre de Julius Obsequens date de 1508 et fut faite d'après manuscrit, ce qui prouve que le texte avait continué de circuler durant le Moyen-Âge. Elle fut réalisée par Alde Manus, l'un des premiers et des plus célèbres imprimeurs dont l'équipe éditoriale devint une véritable académie à Venise. En 1552 parut une édition séparée et non en addendum à d'autres auteurs comme Pline ou Tite-Live. Alors là, par contre, je suis incapable de lire. Alors, je vais essayer de le lire. Ah oui. Iuli obsequentis prodigiorum liber, amurde conducta usque Augustum Caesarem, cuius tantum extabat promo
fundamentum, etc. Donc on vous épargnera la lecture de la fin du titre. Et j'avoue que mon latin est tellement embrouillé que je me sais totalement ridiculisé. Voilà. Mais donc, Conrad Wolfhard Lycosthenes, qui la réalisa, s'octroyant en 1557 le droit de corriger Julius Obsequens, de remplir ses silences avec des extraits d'autres auteurs, afin de présenter une compilation aussi exhaustive que possible des prodiges antiques et médiévaux. Cette édition illustrée de gravures de bois fut une mine d'or pour la littérature de colportage ultérieur. Alors, là aussi, elle s'appelait Prodigiorum ac Ostentorum Chronicon que praeter naturae ordinaire. Je m'arrête là aussi parce qu'il y en a 2 lignes de plus. Et je vous épargne mon accent latin. Tout un programme que Julius Obsequens aurait été bien incapable de remplir seul. Il n'empêche que les 2 publications ont été régulièrement confondues et citées indifféremment sous les 2 noms, Obsequens et Lycosthenes, confusion qu'on retrouve généralement dans la littérature ufologique sur Internet. Hérodien est également un auteur tardif, et son histoire romaine va de Marc Aurèle à Gordien. Il s'agit surtout de révolutions de palais et de guerres avec la Perse, mais il note à propos du règne de Commode. Il parut en même temps des prodiges dans le ciel. On vit des comètes et des étoiles en plein midi. Les animaux eurent des petits d'une espèce différente, ou d'une figure extraordinaire et bizarre, ou bien avec des membres mal placés et peu proportionnés. Mais il arriva un accident plus fâcheux, qui de soi-même très considérable, le devint encore plus par le trouble qu'il jeta dans les esprits. Le feu prit au temple de la paix, sans qu'on pût en découvrir la cause. Le ciel était serein, et on n'avait point entendu tonner. On avait seulement senti quelques légères secousses de tremblement de terre, et peut-être qu'alors il était sorti des feux souterrains qui s'étaient répandus dans le temple, ou que le tonnerre y était tombé pendant la nuit. C'était un des plus beaux et des plus somptueux édifices de Rome. Pardon. Il était orné et enrichi d'offrandes d'or et d'argent que la piété de nos ancêtres y avait consacrées. Comme ce lieu était fort sûr, chacun y mettait en dépôt tout ce qu'il avait de plus précieux. Ainsi, en une seule nuit, le feu ruina un grand nombre de familles, et presque tout le monde, avec le malheur public, eut à pleurer de ses pertes particulières. La flamme, après avoir réduit en cendres ce super bâtiment, gagna plus loin et brûla plusieurs autres temples. Celui de Vesta ne fut point exempt de ce malheur, et l'on vit à découvert pour la première fois le palladium qu'Énée apporta de Troie en Italie, et que les Romains tiennent caché avec tant de religion. Car, tu me dis qu'il faut que je m'en aille. Oui, non, mais... C'est écrit, ça va aller. Car, pour sauver cette ancienne statue, les Vestales la portèrent sur leurs épaules par la rue sacrée dans le palais de l'empereur. Les plus beaux quartiers de la ville furent entièrement brûlés, et le feu dura plusieurs jours avec la même violence, jusqu'à ce qu'il survint des pluies qui arrêtèrent son impétuosité. Ainsi l'on crut qu'il n'y avait rien de naturel dans cet accident. Tout le monde disait que les dieux qui avaient fait commencer l'incendie avaient pu seuls en arrêter le cours. D'autres ajoutaient que la ruine du temple de la paix était un présage infaillible de quelques guerres dont l'Empire était menacé. Ce pronostic ne se trouva que trop vrai, comme on le verra dans la suite de cette histoire. Nous aimerions plus de détails sur les étoiles vues en plein midi et sur les mutations animales qui les accompagnent. Chute de météorites, vaisseaux spatiaux. Quel poison, quel rayonnement a-t-il pu altérer l'ADN dans les environs de Rome? Mais ce fragment nous place au cœur du problème. Pour Hérodien, l'incendie d'un temple est beaucoup plus signifiant, le message clair. L'incendie affecte les garants de la paix, temple et palladium protecteur, donc il y aura la guerre. Nous, qui ne sommes pas sensibles aux présages, sauf à titre privé, portons sur les faits un regard à l'inverse du sien. Cela dit, il est possible que l'ensemble de ces prodiges viennent d'une même cause, un essaim sismique avec libération de plasma et phénomènes électromagnétiques. Je peux que je dise les titres aussi? Non. Bon, donc, comment c'est? Nous avons chez Julius Obsequens... Excuse-moi Jean-Luc, si tu as des choses à lire en latin, on peut le faire. Tu nous dis. D'accord. Parce que mon latin, non, je voulais pas rire. Nous avons ce qu'il faut.
Nous avons chez Julius Obsequens un total de 366 prodiges étalés sur 179 ans, mais seuls 70 ans sont répertoriés. Il peut donc se passer 1, 2 ou 3 ans successifs sans qu'apparaisse un signe des dieux. Vers la fin de la période, on aura même des intervalles de 10 ans et plus parfaitement vides. Ces 179 ans vont du consulat de Lucius Cornelius Crypto ou Scipion l'Asiatique, le frère de l'Africa, en moins 190, c'est-à-dire des premières interventions en Asie contre Antiochus III le Grand, roi séleucide de Syrie, jusqu'à celui de Paulus Fabius et Quintus Élus en moins 11, donc aux campagnes de Drusus en Germanie, après l'accession d'Auguste au pouvoir. C'est donc la période d'expansion de Rome qui la voit se poser comme hyperpuissance régulatrice dans le monde hellénistique et passer de la République immature à l'Empire. Les prodiges les plus fréquents, ceux que l'on notera tout au long de la période, sont les foudres qui tombent sur des temples, des statues, des êtres humains ou des troupeaux. On ne retrouve pas, comme chez les Étrusques, de considération sur la couleur ou la forme des éclairs, c'est ce qui est foudroyé qui donne sens. Mais le plus souvent, les choses sont moins dramatiques à nos yeux, et l'on trouve seulement l'indication « la foudre fit de grands dégâts sans autre précision ». À égalité avec les foudres, 48 occurrences, Julius Obsequens note un comportement animal extraordinaire. C'est aussi bien une mule devenue féconde qu'un bœuf qui parle, un essaim d'Adaï qui entre dans un temple, des loups qui pénètrent dans la ville, des rats sur la table d'un festin sacré, etc. Tout ce qui peut devenir signifiant car en rupture avec l'habitude. Vient ensuite une catégorie que j'ai regroupée comme signe dans un temple et dont on trouve 37 occurrences. Il s'agit le plus souvent de comportements anormaux de statut. Par exemple, sous le consulat de Lucius Aemilius Paulus, Paul-Émile le Macédonien, et de Cneius Baebius Strophius en moins 182, à Lanuvium, la statue de Junon Sospita versa des larmes. Dans ce type de miracle, donc ce type de miracle n'a pas commencé avec le christianisme. Sous le consulat de Marcus Marcellus et de Publius Sulpicius, dans le temple de la déesse Libitine, une statue équestre d'airain lança de l'eau par la bouche et par un pied. Il arriva aussi fréquemment que les statues se retournent, comme sous le consulat de P. Attilus et de Cornelius Manilius, où, quand on ouvrit les portes du temple de Mars, on en trouva la statue qui était de bois debout sur la tête. Sous le consulat de Cneius Cornelius Lentulus et de P. Licinus, à Nursie, la statue de Jupiter se tourna du côté gauche. Le quatrième groupe important est celui des pluies insolites. Pluie de lait, de sang, de terre ou de pierre, et là nous sommes dans un cadre fortéen privilégié. Le plus étonnant reste le nombre de ces pluies, pas moins de 34 occurrences. À ces chutes du haut du ciel, il faudrait ajouter 10 occurrences semblables, mais où le sang et parfois le lait jaillissent de la terre et coulent en ruisseaux. Ces événements sont parfois très localisés. Sous le consulat de M. Claudius et de Q. Fabius de Labéon, sur la place de Vulcain et sur celle de la Concorde, il plut du sang pendant 2 jours. Même s'il s'agit d'autels hors les murs, la surface couverte n'est pas considérable. Nous trouvons ensuite les naissances tératologiques, dont 16 humains aux malformations évidentes, enfants à 4 mains, 4 pieds, auxquels manque l'anus ou le sexe, et 10 animaux nés avec 5 pattes ou 2 têtes. Si nous leur joignons les 10 androgynes qu'il fallait immédiatement tuer et jeter à la mer pour se préserver des calamités, nous avons 36 occurrences de monstres. À ces naissances dans lesquelles la tératologie est apparente, il faut sans doute joindre les anomalies cachées qui ne se révèlent qu'à l'occasion d'un sacrifice officiel, la victime n'ayant qu'un foie tronqué ou d'autres défauts non apparents, ce qui nous fait 13 occurrences de plus. Enfin, viennent les phénomènes dont on ne sait pas trop s'ils sont astronomiques, météorologiques ou visionnaires. 11 torches, boucliers, étoiles chevelues parcourent le ciel, avec 7 soleils multiples, 8 ciels en feu ou feu céleste, 9 apparitions qui vont de musiciens ou de batailles célestes à des fantômes dans la cité, 6 soleils nocturnes, 3 globes de feu aux trajectoires erratiques, 8 feux insolites qui enveloppent hommes ou bêtes sans les consumer. On pense aux buissons ardents de Moïse. Et quelques autres anomalies, comme des crevasses subites en terre, des ténèbres, des végétaux qui feraient croire à une invention précoce des OGM, puisque du blé pousse sur les arbres, et même dans le nez d'une femme, des voix,
que durant la lutte d'influence entre Pompée et César, alors que les visites de Chat-Huant, notées scrupuleusement durant la période républicaine classique, disparaissent des registres. Les croyances ont évolué, les survivances de la vieille religion de l'âge du bronze perdent vigueur. Revenons sur les feux insolites ou célestes, les météores. Sous le consulat de Messala et de Célibius, le sacrifice novendial fut ordonné pour une pluie de pierres tombée dans le Picénum. Oui. Je suis désolé, mais c'est imprimé très petit pour mes yeux. On vit dans beaucoup d'endroits des feux célestes dont la flamme légère brûla les vêtements de plusieurs personnes. 50 ans plus tard, sous le consulat de P. Africanus de Cephalvius, à Anagni, la tunique d'un esclave prit feu et la flamme s'éteignit d'elle-même sans laisser la moindre trace. Feu follet, flamme d'alcool. Si l'on peut à la rigueur voir la chute d'une météorite dans les prodiges survenus à l'époque où Ludius, Strosson et Pétarquinus présentèrent des lois nouvelles et où commença la guerre italique, au lever du soleil, il s'avança du septentrion un globe de feu avec un bruit effroyable dans le ciel près de Spolète. Un globe de feu de couleur d'or tomba en tournoyant sur la terre. Ayant ensuite augmenté de volume, il s'éleva dans les airs et porté vers l'Orient, il couvrit l'étendue du soleil. Il semble plus difficile de rationaliser ce qui se passa sous le consulat de Sévalérius et de M. Irénus. À Vulsaint-Homme, on vit au point du jour une flamme jaillir d'un point du ciel, se resserrer peu à peu et prendre la forme d'une bouche de feu d'un rouge foncé. Le ciel parut descendre et laissa voir, par une vaste ouverture, des flammes qui avaient l'aspect d'un tourbillon. On pense évidemment à la danse du soleil de Fatima, mais aussi à ces vidéos qui surgissent actuellement sur Internet et montrent des spirales de lumière qui sont peut-être des essais de missiles. Difficile d'avancer cette explication en moins 93. Sous Gracchus et Alcubiensius, à Céphalénie, on aperçut dans le ciel une troupe de musiciens qui chantaient « Il plut de la terre ». Sous L. Opimius et Q. Postumius, à Consa, l'on vit des armes voler dans le ciel. Sous Sémastrius et Céphlacus, on aperçut dans le ciel des armes qui, nuit et jour, s'entrechoquaient du côté de l'Orient et du côté de l'Occident, et celles de l'Occident furent vaincues. Sous Sémarius et L. Valerius, un bruit d'armes se fit entendre des entrailles de la terre, mais il est vrai qu'on nous parle juste avant d'un tremblement de terre. Mais il y eut plus grandiose. Du temps de Sylla, on entendit, entre Capoue et Vulturne, un grand bruit de clairons et d'armes, accompagné d'horribles cris, comme les deux armées se précipitaient l'une sur l'autre, et ce bruit dura plusieurs jours. Ceux qui voulurent pénétrer le sens de ce prodige aperçurent des traces de chevaux et d'hommes, virent de l'herbe récemment foulée, des arbustes renversés. Présage d'une grande et effroyable guerre. Pendant la rivalité de César et Pompée, on entendit à Antioche, et par deux fois, un tel cri et un tel bruit d'armes, que l'on courut se mettre en défense sur les remparts. On entendit aussi de là le son des tambours de Pergame, ce qui représente une distance non négligeable, plus de 600 km. On pense aux gazettes de colportage du XVIIe siècle, aux archers évangéliques de Mons, venant au secours des soldats anglais en 14. La thématique traverse les siècles, mais l'intérêt de ces apparitions romaines, c'est qu'elles s'accompagnent de bruitages. Dans son traité sur la divination, Cicéron rappelle les principes à son ami Quintus, avec les prodiges qui ont émaillé son consulat. N'as-tu pas, nanti du pouvoir consulaire, observé d'abord les astres dont rien ne lasse le mouvement et les rencontres significatives qui avivent l'éclat de leur feu? N'as-tu point parcouru les cimes neigeuses du mont Albin et généreusement offert aux féries latines le lait propitiatoire? N'as-tu point vu, alors, des comètes éclairant le ciel calme de leur lumière voyageuse, et n'as-tu pas compris quelle effusion de sang présageait cette nuit où, parmi les apprêts de la fête hivernale, la lune, alors dans la plénitude de sa clarté, brusquement se cacha et, par son obscurcissement, fit resplendir le ciel étoilé? Pourquoi Phébus, générateur de lumière, alors que son globe enflammé s'avançait triomphant vers le haut du firmament, s'est-il, comme s'il eût voulu annoncer les horreurs de la guerre, laissé glisser du ciel dans la région du couchant? Et quand un homme, un citoyen frappé par un mortel coup de foudre, s'est vu par un temps clair ravir la lumière du jour, ou quand une secousse a ébranlé la terre en perpétuelle gésine, des apparitions redoutables troublaient les nuits,
signalant l'imminence de la guerre et du bouleversement, des prophètes agités des plus funestes pressentiments rendaient dans une sorte de délire sacré des oracles dont chacun était l'annonce d'une calamité nouvelle, les catastrophes que prépare un long glissement, le Père des dieux lui-même, dans un langage clair, en proclamait au ciel et sur la terre la venue prochaine par des signes répétés. Une éclipse, des comètes, l'étrangeté ne réside que dans la valeur de présage qui leur est attribuée. Mais le soleil qui se couche en pleine matinée ne peut pas être purement astronomique. Que s'est-il passé? Dans le ciel même, des étoiles naissent soudainement. Il y en a plusieurs espèces. Les Grecs appellent comètes, les Romains étoiles chevelues, des astres qui inspirent la terreur par une crinière couleur de sang et qui semblent hérissés sur le sommet. On appelle pénis ceux dont la crinière est disposée à la partie inférieure sous la forme d'une longue barbe. Les acontis sont lancées comme un javelot, elles indiquent des événements d'un accomplissement très prochain. Telle est celle dont le César Titus Imperator, dans son 5e consulat, en 77, a fait le sujet d'une pièce de vers admirable. C'est la dernière de ce genre qu'on ait vue. Les comètes plus courtes et allongées en pointe ont été appelées Xiphi, et ce sont les plus pâles de toutes. Elles ont le reflet d'un glaive et sont dépourvues de rayons. Les discoïdes, d'une forme indiquée par leur nom, ont la couleur de l'ambre et ne projettent que peu de rayons par leur bord. Les pitées ont la figure de tonneaux et présentent dans leur partie concave une lueur fumeuse. Les cératies ont l'apparence d'une corne. Telle fut celle qui apparut quand la Grèce coalisée livra la bataille de Salamine en moins 480. Les lampadies imitent les torches ardentes. Les hippées imitent la crinière d'un cheval vivement agité et tournoyant sur elle-même. Il y a aussi des comètes blanches à chevelure argentée, d'un éclat tellement radieux que l'on peut à peine y fixer les yeux. Elles offrent, sous une apparence humaine, l'image d'un dieu. Il y en a aussi qui sont comme hérissées de poils et enveloppées d'une espèce de nuage. Il est arrivé une fois que la chevelure s'est changée en lance. Ce fut dans la 108e Olympiade, l'an 398 de Rome. Le plus court espace de temps noté durant lequel elles ont été visibles est de 7 jours, le plus long de 80. Parmi les comètes, les unes se meuvent comme les planètes, les autres demeurent immobiles. Presque toutes sont dans la région septentrionale du ciel. Elles en occupent une partie qui n'est pas fixe, et surtout la partie blanche, qui a reçu le nom de Voie lactée. Aristote rapporte qu'on en voit souvent plusieurs à la fois, observation que personne d'autre n'a faite à ma connaissance. Et il ajoute que ce phénomène indique des vents violents et de fortes chaleurs. Les comètes se montrent aussi dans les mois d'hiver et vers le pôle du Midi, mais là sans aucun éclat. Il y a eu une comète fatale au peuple de l'Éthiopie et de l'Égypte, et connue sous le nom de Typhon, qui fut un roi de ces temps anciens, d'une apparence innée, d'une forme contournée en spirale, d'un aspect effrayant, moins une étoile qu'une espèce de nœud enflammé. Quelquefois, les planètes et les autres astres se montrent garnis de cheveux. Les comètes n'apparaissent jamais à l'Occident. Ce sont des astres pleins de présages funestes et qui ne se contentent pas de légères expiations, témoins les troubles civils sous le consul Octavius, en de Rome 678, soit moins 76, et de Rochelle, la guerre de Pompée et César, moins 49. Témoins encore de notre temps, l'empoisonnement qui fit succéder Néron à l'empereur Claude, en Rome 707-54, témoin enfin le règne de ce prince, durant lequel l'influence en fut presque continuelle et funeste. On pense que la diversité des effets qu'elles produisent dépend des parties vers lesquelles elles s'élancent, de l'étoile dont elles ressentent l'action, des formes qu'elles imitent et des lieux où elles font éruption. On assure que, présentant la forme d'une flûte, elles sont un signe d'art musical, de mœurs infâmes paraissant dans les parties honteuses des constellations, d'esprit et de science quand elles sont en trinaspect ou en quadrature avec quelqu'un des astres permanents, et qu'elles versent des poisons étant dans la tête du dragon du Nord ou du Midi. S'agit-il de comètes au sens que nous donnons aujourd'hui à ce terme? Oui pour l'essentiel, mais les discoïdes ambrés, les tonneaux et la spirale de feu posent question. Si sa classification des comètes nous apprend combien compte pour la mentalité romaine la forme des phénomènes, l'apparence plus que la nature profonde de la cause,
Il devient d'autant plus passionnant quand il relate des événements uniques ou inhabituels. Un bouclier ardent, jetant des étincelles, a traversé le ciel de l'Occident à l'Orient au moment du coucher du soleil, sous le consulat de L. Valerius et de C. Marius, en de Rome 654. Ces étincelles font penser à une chute de météorite, mais sous le consulat de Cneius Octavius et de C. Scribonius, en de Rome 678, phénomène mentionné une seule fois, une étincelle étant tombée d'une étoile s'accrut à mesure qu'elle s'approchait de la Terre, atteignit la grandeur de la Lune et donna une clarté pareille à un jour nuageux, puis, regagnant le ciel, prit la forme d'une torche. Le proconsul Silanus, avec sa suite, en fut témoin. Le seul phénomène naturel susceptible de l'expliquer serait la formation et l'évolution d'une lentille de plasma due à un phénomène sismique. On ne peut ni l'affirmer ni l'exclure. Par contre, lorsque Pline est un témoin de première main, on reconnaît aisément le feu de Saint-Elme. J'ai vu, la nuit, pendant les factions des sentinelles devant les retranchements, briller à la pointe des javelots des lueurs à la forme étoilée. Les étoiles se posent sur les antennes et sur d'autres parties des vaisseaux avec une espèce de son vocal, comme des oiseaux allant de place en place. Cette espèce d'étoile est dangereuse quand il n'en vient qu'une seule. Elle cause la submersion du bâtiment. Et si elle tombe dans la partie inférieure de la carène, elle y met le feu. Mais s'il en vient deux, l'augure en est favorable. Elles annoncent une heureuse navigation. L'on prétend même que, survenant, elles mettent en fuite Hélène, c'est le nom de cette étoile funeste et menaçante. Aussi attribue-t-on cette apparition divine à Castor et à Pollux, et on les invoque comme les dieux de la mer. Plus étrange, le rituel pour dompter la foudre. Les annales rapportent que, par certains rites et certaines évocations, on force ou l'on obtient la descente des foudres. C'est une vieille tradition dans l'Étrurie qu'on fit ainsi descendre la foudre sur un monstre appelé Volta, qui menaçait la ville de Volsini après avoir dévasté le territoire. Elle a été aussi évoquée par le roi étrusque Porcena. Avant lui, cela avait été pratiqué souvent par Numa, d'après le premier livre des Annales de Elpison, auteur sérieux. Ce fut en imitant cette pratique d'une manière peu conforme au rite que Tullus Hostilius fut frappé par la foudre. Pour cela, nous avons des bois, des autels et des rites. Et parmi les Jupiter Stator, Tonan, Férétrien, nous avons reçu un Jupiter Elysus qui attire la foudre. Et que dire des feux humains? Bien plus, des feux subis apparaissent dans les eaux et même sur les corps humains. Le lac Trasimène tout entier s'est embrasé. À Servius Tullius, enfant, une flamme jaillit de la tête pendant son sommeil. Valerius Antias raconte que L. Marcius en Espagne, haranguant les soldats après la mort des Scipions et les exhortant à la vengeance, une flamme s'alluma de même sur sa tête. Nous aborderons, dans l'histoire des Francs, donc de Grégoire de Tours, le chapitre des signes et prodiges, dans lequel Grégoire prolonge le mode des annales de l'Antiquité romaine. Tout ce qui s'éloigne peu ou prou de l'expérience ordinaire peut être lu comme signe, mais particulièrement les météores insolites. En voici un exemple particulièrement difficile sous son apparente simplicité. En ce temps-là, un loup sortant de la forêt vint dans la ville de Poitiers, où il entra par une des portes. Mais les portes ayant été fermées, on vint à bout de lui et on le tua dans les murs de la ville. Quelques-uns assurèrent qu'on avait vu le ciel ardent, le fleuve de la Loire grossit plus que l'année précédente, le torrent du Cher vint s'y réunir, le vent du Midi souffla sur le pays avec tant de violence qu'il renversa les forêts, abattit les maisons, arracha les haies et fit périr des hommes meubles enlevés dans un tourbillon qui parcourut en largeur un espace de près de 7 arpents. On n'a pu savoir ni estimer jusqu'où s'était prolongé son passage. Les coqs célébrèrent souvent par leurs chants le commencement de la nuit. La lune fut obscurcie et l'étoile, qu'on appelle comète, apparut dans le ciel. Il vint ensuite une grande contagion parmi le peuple. C'est dans l'histoire des Francs, livre 5. En première lecture, tout est clair. On tue un loup, puis on voit des inondations inhabituelles, une tempête avec le déplacement d'une tornade. Mais qu'est-ce que Grégoire nomme ciel ardent? Et qu'est-ce qui obscurcit la lune? Une éclipse, un nuage inhabituel. Continuons notre lecture. Il parut encore cette année de nouveaux signes. Il y eut une éclipse de lune. Dans le territoire de Tours, à
à la fraction du pain, on en vit couler du vrai sang. Les murs de la ville de Soissons furent renversés. Près d'Angers, la terre trembla, et des loups entraient dans les murs de la ville de Bordeaux. Ils mangèrent des chiens sans marquer aucune crainte des hommes. On vit des feux parcourir le ciel. La ville de Bazas fut consumée par un incendie qui dévasta l'église et la maison épiscopale. Nous apprîmes aussi qu'on y avait enlevé tout ce qui appartenait au service de l'autel. C'est dans l'Histoire des Francs, livre 6, chapitre 21. Quel rôle ont joué les feux vus dans le ciel dans l'incendie de Bazas? Et que sont donc ces feux que Grégoire ne qualifie pas davantage? Par quoi furent renversées les murailles? Par les hommes ou par les éléments? Continue avec Grégoire. Ensuite, la nuit du 3e jour des ides de novembre, tandis que nous célébrions les vigiles de Saint-Martin, il nous apparut un grand prodige. On vit au milieu de la lune briller une étoile flamboyante, et proche de la lune, au-dessus et au-dessous, apparurent d'autres étoiles. On la vit entourée du cercle qui souvent annonce la pluie, mais nous ignorons ce que signifiaient ces choses. Plusieurs fois, durant cette année, nous vîmes la lune devenir obscure, et, avant le jour de la naissance du Seigneur, on entendit de grands tonnerres. Il parut aussi autour du soleil des lueurs semblables à celles qui, comme nous l'avons rapporté, avaient été vues avant la mortalité d'Auvergne et que les paysans appellent des soleils. On dit que la mer s'éleva beaucoup plus que de coutume et il apparut beaucoup d'autres signes, toujours dans l'Histoire des Francs, livre 5, chapitre 23. Éclipse, parélie et même aurore boréale, pourtant rare sous nos latitudes. Le bruit courut ensuite que Mérové cherchait de nouveau à regagner la basilique de Saint-Martin. Chilpéric ordonna de la garder et d'en fermer toutes les portes. Les gardes laissèrent donc ouverte une seule porte, par où un petit nombre de clercs se rendaient à l'office, et ils tinrent les autres fermées, non sans grande incommodité pour le peuple. Tandis que nous étions à Paris, il parut des signes dans le ciel. On vit vers le nord 20 rayons qui, s'élevant de l'Orient, allaient se perdre à l'Occident. Un de ces rayons, plus long et plus élevé que les autres, monta au haut du ciel et se dissipa soudainement. Les autres, qui l'avaient suivi, s'évanouirent. Je crois que cela présageait la mort de Mérové, livre 5. Une autre. En ces jours-là, vers le milieu de la nuit, il parut du côté nord un grand nombre de rayons brillants d'une grande clarté qui, se rapprochant et se séparant ensuite, finirent par s'évanouir. On vit aussi, dans la partie septentrionale du ciel, reluire une telle clarté qu'on l'a pris pour celle de l'aurore. Nous en retrouvons d'autres au livre 8. Pendant mon séjour en ce lieu, nous vîmes, durant 2 nuits, des signes dans le ciel. Il parut du côté nord des rayons d'une si brillante clarté qu'on n'en avait pas encore vu de pareil, et des deux côtés, à l'Orient et à l'Occident, étaient des nuages de couleur de sang. La 3e nuit, ces rayons apparurent vers la 2e heure, et voilà, pendant que nous les regardions avec étonnement, que des 4 points du monde s'en élevèrent de semblables. Nous en vîmes tout le ciel couvert. Il y avait au milieu du ciel une nuée brillante où les rayons allaient se réunir à la manière d'une tente dont les plis, beaucoup plus larges par en bas, se réunissent par le haut en guise de faisceau et forment comme une sorte de capuchon. Au milieu de ces rayons, on voyait d'autres nuages ou des clartés flamboyantes. Ceci nous pénétra d'une grande crainte et nous nous attendîmes à voir le ciel nous envoyer quelques plaies. C'est dans le livre 8. Continuons la lecture. À Tours, cette même année, on vit un matin, avant la naissance du jour, un feu qui parcourut le ciel et disparut à l'horizon oriental, et on entendit dans tout le pays un bruit semblable à celui d'un arbre qui tombe. Mais ce ne pouvait être celui d'un arbre, car il se fit ouïr dans un espace de 50 000 ou davantage. Ce bruit de l'arbre qui tombe, c'est un craquement qui évoque aussi un phénomène électromagnétique. Il y aurait donc eu, dans ces années-là, une perturbation importante du champ magnétique terrestre. Elle s'accompagne d'un réchauffement climatique devant lequel celui dont on nous bassine les oreilles depuis quelques années n'est qu'un frisbee avec 2 récoltes de fruits dans l'année, des floraisons insolites en automne ou en hiver, des incendies spontanés. La main de Dieu alluma, dans les bourgs du territoire de Bordeaux, un incendie qui, embrasant soudainement les maisons et les champs, dévora toutes les récoltes sans que le feu eût été suscité en aucune manière, si ce n'est peut-être par la volonté divine. Et, de nouveau, cet énigmatique ciel ardent. On vit aussi dans la ville de Soissons, le saint jour de Pâques, le ciel ardent comme s'il eût été embrasé de 2 incendies. Il y en avait un plus grand et l'autre moindre. Au bout de 2 heures, ils se réunirent
et après avoir formé comme une grande flamme, il disparut. Livre 6. Et que pouvait-il de donner le signal des matines, et lorsque le peuple se levait pour se réunir dans la cathédrale, le ciel étant couvert de nuages, il en tomba avec la pluie un grand globe de feu qui parcourut dans les airs un long espace et donna tant de lumière qu'on distinguait toutes choses comme en plein jour. Après quoi, il rentra dans le nuage et l'obscurité succéda à la clarté. Livre 6. Les phénomènes lumineux ne cessent pas. Dans cette année, la terre fut, durant les nuits, éclairée d'une telle lumière qu'on se serait cru au milieu du jour, car souvent, au temps de la nuit, des globes de feu parcouraient le ciel et éclairaient le monde. C'est dans le livre 10, chapitre 23 de Grégoire. Un autre incident doit être pris en compte. Cette année, 2 îles de la mer furent consumées par un incendie allumé de la main de Dieu. Pendant 7 jours, les hommes et les troupeaux périrent brûlés. Ceux qui fuyaient dans la mer et se précipitaient dans ses abîmes brûlaient au milieu de l'eau où ils se plongeaient, et ceux qui ne mouraient pas sur le champ étaient consumés par de plus cruels tourments. Toutes choses furent réduites en cendres, et la mer les couvrit de ses eaux. Beaucoup ont dit que les signes que nous avions vus, ainsi que nous l'avons rapporté dans le 8e mois, octobre, lorsque le ciel nous parut ardent, n'étaient autre chose que la lueur de cet incendie. Livre 8, chapitre 24. Les îles en question sont soit en Morbihan, soit en face de la Vendée. On peut penser à une chute de météorites, mais assez inhabituelle pour qu'il y ait des effets de type radioactivité qui évoquent l'affaire de la Tunguska 1908. Alors, Geneviève, tu as ajouté aussi qu'il fallait parler de la mort d'Erguinoald, donc une sphère lumineuse qui descend, et il est atteint, je suppose, que c'est lui qui est atteint d'une maladie subite, une sorte de gangrène, qui évoque, pour ceux qui connaissent, le cas de João Prestes Filho au Brésil, c'était en 1948, si mes souvenirs sont bons. Et donc, et aussi des boules lumineuses qui sortent du corps humain. C'est Martin qui est Saint-Martin, pardon. Jeune nom. Voilà. Et une jeune moniale des monastères colombiens, et la boule lumineuse sort de sa bouche. Et apparemment, il y a aussi une croix de lumière qui apparemment. Donc, okay. Vous remarquerez, désolé, hein, mais c'était tout à fait imprévu que Geneviève perde sa voix. Et là, je découvre. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de classification en naturel ou non naturel. La définition du miracle comme brisure des lois de la nature est plus tardive, 16e ou 17e siècle. Le prodige s'inscrit dans le cours des choses, mais toujours comme signe, porteur de sens. S'il est retenu par un chroniqueur, c'est comme indice de désordre dans la société, peuple gouvernant. L'angoisse surgit lorsque le désordre s'installe dans la nature et dans les corps, sans que l'erreur des hommes vis-à-vis de l'ordre divin puisse être identifiée. Dans ce catalogue disparate, beaucoup d'événements nous sont lisibles, parélie, comète, éclipse, aurore boréale, orage magnétique, voire chute de météorites. D'autres continuent de nous intriguer, mais avec ces témoignages du passé, nous n'avons que très peu, et encore moins qu'aujourd'hui, de détails pertinents qui permettraient soit d'identifier un phénomène naturel connu, soit de dresser le portrait scientifique d'un phénomène inconnu, qu'il soit naturel ou technologique. Merci de votre patience pendant la lecture. Alors, on va peut-être remettre les questions que vous pouvez avoir à tout à l'heure, si Geneviève réussit à retrouver un peu de voix d'ici ce soir.